Bienvenue dans le débat de France 24. L'automne en Europe aura donc comme un air de printemps, la chaleur en moins. Passé le déconfinement estival et l'espoir d'une sortie de crise, le coronavirus revient en force saturer les services de réanimation hospitaliers et restreindre nos libertés de mouvement. Les uns après les autres, les États adoptent de nouvelles restrictions sans aller jusqu'au confinement strict d'avril dernier. La France vient à son tour d'opter pour le couvre-feu dès 21h. C'est plus tôt même que chez ses voisins. Il entrera en vigueur dès samedi alors que la bulle sociale, comme on dit, est désormais limitée à 6 personnes. Écoutez, le Premier ministre Jean Castex justifiera à nouveau la mesure aujourd'hui. Cette décision tire les conséquences de la dégradation de la circulation virale que nous observons depuis une dizaine de jours. Car en France, comme d'ailleurs dans tous les pays autour de nous, l'économie connaît un net rebond qui nous permet de considérer que la deuxième vague de l'épidémie est arrivée. Les capacités de réanimation sont déjà très fortement sollicitées, en particulier à Paris où 46% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Le couvre-feu, est-ce que ça va suffire? Est-ce que c'est efficace? Ou au contraire, va-t-on trop loin? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ici même à mes côtés Didier Pittet, épidémiologiste et chef du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Didier Pittet, vous êtes auteur de Vaincre les épidémies. C'est à paraître le 22 octobre prochain aux éditions Hugo Doc. Merci d'être avec nous. Face à vous, François Braun, vous présidez-vous le syndicat SAMU Urgence de France et vous êtes chef des urgences du CHR de Metz-Thionville en Moselle qui a été l'une des régions particulièrement affectées lors de la précédente vague au printemps dernier. On verra justement comment se présente la situation cette fois-ci. Également avec nous le professeur de santé publique et membre de l'Académie de médecine et de sa cellule Covid-19, Gérard Dubois, en direct d'Amiens. Bonjour. Bonjour. Et puis, depuis Bayonne, Jean-Marc Banquet-Dorx, vous présidez l'UMIH Paris-Île-de-France. C'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'organisation patronale française du secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est directement concernée, bien sûr, par ces restrictions d'horaire. On verra de quelle manière vous comptez justement aborder la période à venir. Mais d'abord, allons voir comment s'applique le couvre-feu chez l'un de nos voisins, où il est en vigueur depuis samedi dernier, dans les zones les plus touchées par le virus, et notamment à Berlin. C'est bien sûr en Allemagne. Reportage sur place avec Anne Maillet. Il est presque 23h, les derniers clients se pressent dans leur épicerie de quartier. Une dernière bière avant le couvre-feu. En temps normal, la supérette est ouverte 24 heures sur 24, mais depuis samedi, on ferme boutique au moment où la fête est censée commencer. Je suis obligé de fermer à 23 heures. Je dois renvoyer beaucoup de clients. Tout est interdit maintenant. En quelques minutes, la capitale européenne de la nuit s'éteint. Les restaurants, les bars sont fermés. Les rassemblements en extérieur limités à 5 personnes. Hassan peine à reconnaître sa ville. Le chauffeur de taxi a perdu le gros de sa clientèle. En temps normal, c'est une métropole vivante, pleine de touristes, de fêtards et d'hommes d'affaires. Mais maintenant, à partir de 23h, Berlin est une ville fantôme. Seules les stations-service sont autorisées à ouvrir entre 23h et 6h du matin. Mais même ici, la vente d'alcool est prohibée. Quoi? Pas de bière, rien? C'est vraiment la misère. Afin de limiter les soirées à domicile et les fêtes illégales tenues pour responsables de la résurgence du virus, les rassemblements en intérieur sont également restreints à 10 personnes. Un cauchemar pour les oiseaux de nuit berlinois. C'est comme dans la banlieue où j'ai grandi. Tout est désert. Je ne saurais vous dire combien ce couvre-feu m'insupporte. Cela n'a rien à voir avec le Berlin que l'on connaissait encore il y a un an. Avec le couvre-feu, les Allemands tentent de reprendre le contrôle sur la deuxième vague de Covid-19. Le gouvernement mise sur son effet dissuasif pour éviter un nouveau confinement bien plus strict. Didier Pittet, on vient de le voir, la France n'est pas la seule à avoir opté pour le couvre-feu, mais elle le fait plutôt que les autres. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Il n'y a pas de raison par rapport à l'horaire, c'est ça que vous entendez. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une raison épidémiologique à ce 21h. Ça peut être 21h, ça peut être 22h, ça peut être 23h. La raison
elle-même, c'est qu'au fond, il faut absolument réduire les interactions. On n'aime pas les appeler interactions sociales, mais enfin, c'est de ce dont il s'agit quand elles sont festives. Et au fond, c'est tout simplement ça. C'est non seulement les interactions, mais c'est lié évidemment aux communications, aux transports, aux activités globalement, puisque comme on le dit toujours, on dit toujours disons à tort, le virus circule, mais le virus ne circule pas. Ce sont les gens qui circulent avec le virus et ce sont les contacts entre les gens qui font que le virus est transmis. Voilà, évidemment que pour éviter la transmission de ce virus, il convient d'appliquer, comme on le sait, les mesures barrières qui sont la distance sociale, l'hygiène des mains, le masque quand ceci est nécessaire. Et au fond, voilà la raison pour laquelle on essaye d'éviter de retourner à une forme de confinement, que ce soit un semi-confinement ou un confinement, de manière à pouvoir continuer les activités économiques. Et puis, évidemment, qu'on doit faire des choix par rapport à certaines des activités qui sont à risque de transmission du virus. Le respect de cette distanciation physique, à défaut d'être sociale, il n'était plus possible dans les restaurants et les débits de boissons. Gérard Dubois. Difficile. Il faut savoir que tout dépend du stade auquel on est et du nombre de virus qui sont présents dans la population. On a assisté à un véritable, non pas première vague, mais un tsunami qui nous est arrivé dessus mi-mars avec un sommet début avril. Le système de santé a pris ce tsunami de manière extrêmement brutale. J'avais comparé ça à la bataille de Verdun, qui était peut-être où la France a résisté, mais c'était avec des pertes énormes. Là, on a perdu 30 000 Français sont morts sur le front du premier tsunami. Les mesures qui ont été prises ont permis de faire baisser radicalement les choses jusqu'à ce que certains puissent penser qu'on était arrivé à la libération de Paris au mois de juillet et qu'on a pu fêter sur les plages partout, notamment les plus jeunes. Et finalement, on a remélangé les gens et avec augmenter les contacts et le virus, eh bien, on a profité. Le virus est un profiteur de nos agissements. Et à partir de là, nous n'avons pas eu un tsunami à proprement parler, pas du tout, ni une deuxième vague. C'est une marée qui monte lentement. Et le problème qui se pose, c'est qu'on commence à réagir quand la marée nous arrive à la taille, alors qu'on aurait pu réagir quand elle nous touchait les doigts de pied. C'est-à-dire début septembre. De quelle manière aurait-on dû réagir justement, Gérard Dubois? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû l'être? Dans la première vague, vous savez que toute la discussion a été sur les masques, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a une erreur majeure qui a été faite parce que finalement, on a craint des pandémies et notamment, j'ai écrit un article en 1994 qui décrivait un petit peu ce qui s'est passé chez nous. J'ai mis en place la prise en charge du vaccin contre la grippe, donc j'avais suivi notamment la notion de pandémie pour la pandémie grippale. Et finalement, en ce qui concerne les masques, comme on avait eu des menaces avec le MERS-CoV, avec le SARS, avec le H1N1, et on a même eu une pandémie avec un virus qui n'était pas sévère. Et donc tout le monde s'est moqué de la ministre de la Santé à l'époque. Et là, on avait des stocks. Et donc on a relâché, on s'est désarmé. Et donc on n'avait plus de masques. Donc là, il y a une faute, les masques au départ. En ce qui nous concerne actuellement, il y a une faute, ce sont les tests. Nous avions la possibilité de faire beaucoup plus de tests et nous avons été 7 à écrire un article début septembre en disant il faut faire des tests groupés, il faut admettre tout de suite les nouveaux tests qui sont non pas disponibles sur le marché mais qui ont été créés, les tests antigéniques, les autotests, il faut les mettre sur le marché très très vite parce qu'il ne faut pas faire 1 million de tests, il faut en faire 4-5 millions par semaine. Et donc, on s'est trouvé dans une situation terrible où on était mauvais avec 1 million de tests, comme aujourd'hui, on est mauvais sur le diagnostic, parce que ce million de tests gêne le diagnostic, et on a été mauvais sur le dépistage, parce que ce n'est pas assez pour faire du dépistage. Donc, on a fait finalement le pire qu'on pouvait imaginer, faute d'avoir décidé d'utiliser les méthodes utiles en ce qui concerne le dépistage, et on peut admettre en dépistage des qualités légèrement inférieures. Si je baisse de 20% la qualité du test, mais si je peux en faire 4 fois plus, je vais trouver 3 fois plus de personnes que le test nous trouve, le test parfait qui est le rêve du biologiste. Il fallait sortir du rêve du biologiste et utiliser
les tests le mieux possible en faisant ce qu'on appelle des tests groupés qu'ils n'aiment pas du tout, mais qui sont utilisés à de nombreux endroits, notamment en Suisse, en Belgique, en Allemagne, dans des universités, dans des facultés. Et il y a un refus en France d'utiliser ces techniques. Pour donner une petite idée, on aurait pu faire, pour tester 100 personnes, on ne ferait en test groupé qu'une vingtaine de tests. On aurait donc pu faire 4 fois plus de tests et au lieu d'en faire 1 million, on aurait pu en faire 4 millions. Je ne suis pas sur les détails techniques, mais il faut savoir que là, il y a des choix dans la pureté technologique qui ont nui à la santé publique. On aurait pu faire mieux. Et là, maintenant, on peut le faire. D'ailleurs, le président de la République, j'ai été très attentif sur ce point, a fait cette annonce. On va pouvoir faire des tests groupés. On va enfin admettre les tests antigéniques et les autotests. On aurait pu le faire des semaines auparavant. Oui. On a voulu refaire des évaluations des autotests et des tests antigéniques alors qu'ils ont été faits sur un plan international. On veut toujours avoir nos propres systèmes, nos propres règles. Et là, face à une pandémie qui est une épidémie mondiale, il fallait faire vite, très vite. Finalement, on a couru derrière un virus qui courait plus vite que nous. Et actuellement, eh bien, il faut prendre toutes les mesures possibles, y compris celles qui ont été annoncées hier. Oui. Le seul regret que je puisse avoir, c'est qu'on n'ait pas commencé à tester en très grand nombre. Il y a 3 semaines, voire 1 mois, nous avons publié cet article le 9 septembre. Oui. Et donc, avec le délai de publication et le délai de décision, on aurait pu commencer ça il y a au moins 3 semaines. On va donner la parole aussi à nos spécialistes ici même en plateau qui ne sont pas forcément d'accord. Hein. Il faut le dire avec tout ce que vous venez de dire, Gérard Dubois, mais c'est aussi le but de ce débat, c'est de vous permettre d'échanger aussi vos points de vue. Mais on va faire un tour d'abord par Bayonne avec Jean-Marc Banquet-Dorx qui représente donc les métiers et les industries de l'hôtellerie et de la restauration qui sont évidemment particulièrement touchés par ces fermetures annoncées désormais à 21h. Vous avez l'impression de payer d'une certaine manière ces insuffisances, ces défaillances au niveau des tests que vient d'indiquer à l'instant Gérard Dubois? Bonsoir. Nous ne sentons pas, si vous voulez, véritablement que nous sommes stigmatisés. On comprend très très clairement qu'il faut prendre des mesures. Donc les noctambules sont effectivement une population plus jeune et véritablement qui laisse entendre qu'ils sont vecteurs ou qu'ils sont une population qui va plus facilement faire véhiculer le virus. Les restaurateurs ont fait des efforts énormes. Et je peux vous dire que quand vous avez plus du tiers de votre restaurant qui est amputé parce qu'on fait des respect de la distanciation et les barrières, etc., qui finalement essayent d'écarter les uns des autres, ce n'est pas le même problème que, je dirais, les bars où il est difficile de séparer les uns des autres et donc d'avoir une distanciation respectée. Donc les restaurateurs sont pénalisés, et je vais vous dire, ils sont doublement pénalisés aujourd'hui parce qu'on leur dit, vous allez vous arrêter de travailler à 9h. Or, les coutumes françaises, vous le savez, ce ne sont pas les coutumes allemandes de ne pas venir au restaurant à 6h30 ou à 7h, bien que je leur ai conseillé, je leur ai dit à tous, il va falloir ouvrir plus tôt, faire venir votre personnel plus tôt et les faire repartir plus tôt. Bon, mais la fête va disparaître parce que le restaurant le midi, oui, c'est des restaurants d'affaires et de travail. Mais ce ne sont pas des restaurants qui sont des restaurants festifs du soir. Oui. Et, vous êtes envieux des 23 heures concédées aux Allemands, là où ici on va faire 21 heures? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, 23 heures aurait été beaucoup plus raisonnable. Nous l'entendons, nous sommes d'accord que notre objectif est le même que celui du gouvernement, faire baisser cette pandémie. Nous y sommes très attachés, mais là, véritablement, on pénalise de trop les restaurateurs qui ont déjà fait d'énormes efforts. François Braun, vous avez été parmi effectivement les personnels hospitaliers en première ligne au pire de la pandémie au mois de mars, d'avril et mai dernier. D'abord, où en est aujourd'hui cette région Lorraine et en particulier la Moselle? Alors, paradoxalement, la région Lorraine, en tout cas la Moselle-Alsace, qui étaient les 3 départements les plus en pointe un petit peu par rapport à ce risque, la circulation est assez faible. Et nous avons de la place dans les services de réanimation, mais nous ne vivons pas du tout la même situation actuellement. On peut même dire qu'on vit une situation
plus difficile. Vous n'avez pas déprogrammé d'intervention aujourd'hui? Non. Alors pour l'instant, nous n'avons pas déprogrammé d'intervention. Et ce qui nous a permis de passer ce tsunami, j'aime bien l'image du tsunami, beaucoup plus qu'une vague, parce que pour nous, ça a été un tsunami en quelques jours. Ça a été justement ces déprogrammations massives et le fait que tout l'hôpital était concentré vers la prise en charge des patients Covid. On parle aujourd'hui de 40% de lits de réanimation occupés. Mi-mars, en Moselle, c'était 250%. De patients Covid donc, dans les lits de réanimation. Largement au-delà des capacités. Largement au-delà. Mais il n'y avait que cette activité. Ce qui fait que nous avons pu faire face avec des transferts, avec pas mal de choses. Aujourd'hui, nous sommes face à un triple défi. Le premier défi, c'est les pathologies saisonnières habituelles qui commencent à arriver en cette période hivernale. Le second, c'est toute l'activité qui n'a pas pu être faite pendant la période du printemps, cette activité programmée, que nous essayons de rattraper, que nous n'avons toujours pas rattrapé. Ce qui fait que les hôpitaux, les plateaux techniques sont pleins de patients qu'il faut opérer, ça ne peut plus attendre, mais qui ne sont pas les patients urgents. Et vous rajoutez à ça la partie Covid, qui est en train de monter. C'est effectivement une marée montante, beaucoup plus qu'une vague, qui fait que les hôpitaux sont complètement déstabilisés, avec une saturation des services, des saturations de places, une saturation qui atteint des niveaux très inquiétants en Hauts-de-France, par exemple. Je faisais le point tout à l'heure avec le patron du SAMU de Lille. Donc oui, nous sommes dans une situation plus inquiétante. Et vous comprenez donc que face à cette situation, cette marée montante, que contrairement à mars dernier, on peut cette fois anticiper, l'État décide donc de restreindre les mouvements des Français? Vous savez, en mars, on a vu venir le confinement avec énormément de soulagement. On ne voyait pas où ça allait s'arrêter. Il faut se remettre dans la situation. Nous hospitalisions des gens tous les jours en réanimation, des gens que nous allions chercher avec nos équipes de réanimation sur place, qu'on intubait. C'était vraiment dramatique. Il faut l'avoir vécu, c'était dramatique. Donc, nous disons aujourd'hui, oui, une mesure de restriction, ça a marché de façon plus féroce, entre guillemets, au mois de mars. Ça a marché en Guyane, on l'a vu, ça a marché dans les Antilles. Donc oui, il faut prendre des mesures avant que l'eau est peut-être à la taille, mais je n'ai pas envie qu'elle arrive au-dessus de la tête. On va poursuivre notre discussion dans un instant et Didier Pittet réagira notamment aux éléments portés à notre connaissance par Gérard Dubois. Il y a un instant, on va poursuivre bien sûr ce débat dans 3 minutes sur France 24. Restez avec nous. Deuxième partie du débat de France 24 avec toujours à mes côtés, ici même Didier Pittet, épidémiologiste, chef du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève. Avec également François Braun, président du syndicat SAMU Urgences de France et chef des urgences du CHR de Metz-Thionville. Avec également Gérard Dubois, avec nous depuis Amiens, professeur de santé publique, membre de l'Académie de médecine et de sa cellule Covid-19. Et puis Jean-Marc Banquet-Dorx, président de l'UMIH Paris-Île-de-France, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Didier Pittet, si l'on revient sur ce qui a été fait jusqu'à présent, notamment lors à la fois de la première phase, du déconfinement et d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'a raté la France jusqu'à présent et qu'est-ce qui peut éventuellement permettre de prévenir demain un reconfinement? Est-ce qu'il est, d'après vous, possible? On le sait, le régime d'urgence sanitaire qui est à nouveau entré en vigueur par un décret d'État qui avait pris fin précédemment le 10 octobre, qui reviendra donc sur l'ensemble du territoire national à partir du 17, il pourrait permettre effectivement d'encadrer certaines restrictions et d'aller peut-être demain jusqu'au reconfinement. Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce qui va conditionner ce scénario? Alors écoutez, je crois que la question impose toute une série de réponses. Mais je crois que ce qui est très clair et ce qu'on a déjà dit, le confinement tel qu'il a été appliqué en mars, il a soulagé tout le monde. Mon collègue l'a dit, j'étais à Genève dans l'hôpital avec les réanimateurs, avec les urgentistes et nous avons été soulagés par ce confinement qui a effectivement été extrêmement salutaire, à la fois sur les systèmes de santé, mais aussi sur l'économie, parce que quand on casse un système de santé, on casse l'économie avec, donc on n'avait pas le choix. Maintenant, quelles ont été les mesures, jusqu'où on a monté la digue pour éviter ce tsunami qu'on a tous vécu plus ou moins? Eh bien, parfois, on nous a même reproché de monter la digue trop haut. Or, quand la digue est simplement 5 cm trop bas, eh bien, on est inondé. Alors maintenant, au moment où on a conçu le déconfinement, je peux vous dire qu'à l'époque, on ne savait pas du tout à quelle vitesse le virus reprendrait. Et beaucoup d'entre nous ont conçu un déconfinement dans lequel
on faisait exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'on avait prévu la réouverture des restaurants sur le midi, de manière à ce que les personnes puissent aller au restaurant manger à midi alors qu'ils reprenaient le travail, mais les restaurants étaient fermés le soir et les bars étaient fermés, bien entendu, et je ne vous parle pas des discothèques. C'était très important parce qu'à l'époque, on ne savait pas à quel moment le virus allait réellement repartir. Si on vient rétrospectivement sur ce qui s'est passé, le déconfinement s'est bien passé dans la plupart des pays en Europe. Preuve en est que le taux de circulation du virus au mois de juin, finalement, était tellement bas qu'on a réouvert toute une série d'activités et que probablement, vous me demandiez les erreurs qui ont été commises en France et ailleurs, entendons-nous bien, eh bien tout le monde s'est senti en vacances en été. Et le fait des vacances a fait que les gens se sont mélangés, se sont réunis, ont fêté, et c'était normal finalement. Mais malheureusement, évidemment, ça a contribué à ces contacts sociaux qui ont contribué finalement à cette lente montée qui maintenant s'accélère. Et comme vous le disiez, on est près à une marée. Donc je ne crois pas qu'on peut dire qu'on a commis tellement d'erreurs, parce qu'en France, par exemple, on a parlé des tests tout à l'heure, vous êtes un des pays à avoir le plus utilisé les tests, et bravo, on vous félicite. Comment expliquer cet engorgement, ces délais aux résultats, par exemple ? Voilà, malheureusement, on a fait beaucoup de tests, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes informatiques, des problèmes de restitution des tests, des problèmes de file d'attente, peut-être des problèmes de stratégie de test. Parce que tout à l'heure, on parle des tests rapides. Oui, mais les tests rapides, ils seront très utiles dans certaines circonstances. Mais de faire un test rapide prend 15 minutes par personne. Alors que de faire une RT-PCR que vous utilisez dans une grande machine qui vous en fait 1000 en même temps, c'est une autre affaire. Donc, ça veut dire qu'il faut une stratégie de test qui soit bien organisée de manière à ce qu'on puisse faire ces tests de manière harmonieuse. Puis ensuite, quand les résultats sont connus, il faut une restitution des résultats qui soit la plus rapide possible pour pouvoir faire de l'intervention sur le terrain et stopper les chaînes de transmission. Ça, c'est le concept, évidemment, idéal pour freiner cette épidémie. Mais rappelons-le, on n'aurait même pas besoin de tests si tout le monde pouvait respecter la distance sociale, l'hygiène des mains et le masque. Le couvre-feu va suffire de ce point de vue-là. Alors, est-ce qu'il va suffire ? Le couvre-feu, je vous rappelle simplement qu'il n'est pas appliqué seul. Il est appliqué avec la ferme recommandation à tous d'améliorer encore son comportement. Qui reste une recommandation. Voilà. Et puis, effectivement, cette question de bulle que vous évoquiez tout à l'heure, avec ces soirées ou ces réunions à 6 personnes, etc. Et c'est seulement tout ensemble que les mesures fonctionneront. Le couvre-feu en lui-même seul ne fonctionnerait pas. Il faut que chacun applique les mesures. Et parmi ces mesures, eh bien, il y a une contrainte qui est liée à ce, entre guillemets, couvre-feu à une certaine heure. Et bien sûr, on a vu tout à l'heure notre collègue et ami du restaurant. On le remercie, on remercie les restaurateurs d'être au fond dans cette démarche. Oui. Où on est tous ensemble, c'est indispensable. Et puis on se réjouit que tout le monde comprenne qu'en améliorant nos pratiques de tous les jours, on pourra bientôt retourner dans les restaurants. On espère, on va aller le voir d'ailleurs dans un instant. François Braun, vous voulez réagir ? Oui, une petite remarque par rapport à ce qui s'est passé cet été. Et peut-être une des explications pour lesquelles la région Grand Est reste quand même à des taux de circulation assez bas. En ce qui concerne mon département, la Moselle, qui a été très touché. Quasiment tout le monde connaît une personne qui est décédée ou qui a été très gravement atteinte par le Covid. Et je peux vous garantir que cet été, tout le monde portait le masque. C'était extrêmement rigoureux. Titre d'exemple, début juillet, je suis allé pour des raisons professionnelles dans le sud de la France. En gare de Metz, tout le monde avait le masque. Arrivé à Paris, c'était un peu moins. Arrivé à Montpellier, j'étais le seul à avoir le masque. Donc, on ne peut pas en vouloir par rapport à ça, mais on comprend bien que pour beaucoup de nos concitoyens, ce tsunami de mars a été très virtuel. Ils n'ont pas été en contact parce qu'il a été très localisé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ce qui explique, d'après vous, le fait qu'on n'ait pas imposé de restrictions à l'occasion de ces vacances de la Toussaint. Finalement, ça ne change rien aujourd'hui, le lieu dans lequel se trouvent les Français. Aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on voit que toute la France est touchée. Et c'est ça aussi qui nous inquiète, c'est-à-dire, et même toute l'Europe. Et nous n'avons plus cette marge de sécurité qu'on avait au mois de mars, de pouvoir transférer nos patients vers des réanimations dans le sud-ouest de la France ou vers l'Allemagne en ce qui nous concerne. Donc c'est pour ça que la situation est quand même très préoccupante. Et on a un exemple qui va exactement dans ce que vous dites par rapport à la France. Regardez l'Italie.
L'Italie a été la plus touchée, ils ont été les plus surpris, parce qu'évidemment, ils ont été les premiers, et ça nous a bien aidés, il faut bien le reconnaître. Mais regardez, ils sont mieux actuellement. Ça change un tout petit peu. Oui, alors justement, vous ne croyez pas si bien dire parce que la région de Campanie annonce à l'instant une fermeture des écoles jusqu'à fin octobre. C'est-à-dire qu'ils prennent une mesure que la France, jusqu'à présent, n'a pas jugé nécessaire de prendre. Est-ce que c'est utile ? Alors, la fermeture des écoles, c'est tout un débat. Il y a école et école. Il y a les écoles, les petites écoles, les écoles primaires, comme on les appelle chez nous. Il y a les écoles du secondaire, puis ensuite, il y a évidemment l'université. Alors évidemment, quand on parle des enfants, des jeunes enfants, aujourd'hui, ces jeunes enfants se transmettent un peu le virus entre eux, ne transmettent pas le virus aux adultes, c'est plutôt les adultes qui le transmettent aux enfants. Et quand vous arrêtez les petites écoles et les crèches, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est impossible de demander aux parents d'aller travailler ou alors d'être en télétravail, parce qu'avec des enfants en bas âge, c'est impossible. Donc, il convient au contraire de laisser ces petites écoles ouvertes pour maintenir l'économie. Par contre, ensuite, quand on parle des universités, ça, c'est un autre débat, parce qu'effectivement, vous avez cette jeunesse qui est là et qui se réunit, et qui, si elle n'applique pas bien les mesures, on le sait, verra le virus être transmis d'un jeune à un autre, sans grandes conséquences, parce que peu de jeunes sont malades. Certains sont gênés, sérieusement gênés. Par contre, ces jeunes-là, évidemment, quand ils vont voir leurs parents, leurs grands-parents, ce qui peut être pire, eh bien, malheureusement, ils risquent de les contaminer. Et c'est pour ça que, finalement, la vraie, seule, grande recommandation que tout le monde doit comprendre, c'est ce que vous venez de dire, c'est vraiment le respect, finalement, des mesures barrières. Et c'est pour ça que le virus étant dans toute la France, elles doivent être appliquées dans toute la France. Professeur Dubois, est-ce qu'on risque, nous, à notre tour, demain, d'annoncer des fermetures, non pas d'une, deux ou trois classes ou d'écoles, mais de toutes les écoles en France ? Est-ce qu'on risque, demain, d'être reconfiné ? Est-ce que c'est possible ou vous aussi, vous l'écartez totalement, comme l'ont fait jusqu'à présent nos dirigeants, même si le message, de ce point de vue-là, n'est plus aussi affirmatif ? Je me garderais bien d'écarter quoi que ce soit. Sachant que ce virus est plus ou moins bien prévisible. En tous les cas, personnellement, lors d'une conférence de presse, j'avais indiqué qu'à la rentrée, ça risquait de repartir, mais c'était plus, je dirais, une sensation ou le fait de connaître un petit peu comment ça se passe et comment la transmission se fait. Un point sur lequel je voudrais peut-être attirer l'attention, c'est il s'avère que j'ai travaillé sur la transmission aérogène et finalement, il y en a de deux types. Il y en a une que tout le monde connaît maintenant, qui est parfaitement limitée par les masques. Ce sont les gouttelettes et, de manière triviale, les postillons. Donc, on voit très bien les postillons, la portée, c'est 1 mètre, 1,50 m, ça ne va pas très loin. Mais même à l'extérieur, c'est contaminant. Donc, ça veut dire que quand on est proche l'un de l'autre, même à l'extérieur, on peut transmettre. Par contre, l'autre modalité qui sont les toutes petites particules qui, elles, ne se déposent pas, elles font moins de 5 microns, qui, elles, vont pénétrer au plus profond des poumons et vont être assez contaminantes, eh bien, celles-là ne se déposent pas. Et donc, la manière de les éliminer, c'est relativement simple, c'est d'ouvrir les fenêtres, en fait, d'aérer. Et on voit très bien, par exemple, dans les avions où l'aération est extrêmement intense, les contaminations ont été très faibles, avec une certaine proximité, bien sûr avec les masques, mais on aurait pu penser qu'une telle concentration aurait pu faciliter la transmission. L'aération forcée dans les avions a eu un effet ajouté à celui du masque. Alors finalement, si vous voulez, quand vous êtes à l'extérieur, la transmission par ces noyaux de condensation est quasiment nulle. Mais je répète, par les postillons, elle existe à l'intérieur et à l'extérieur. Donc si on ajoute les masques, le lavage des mains, et vous avez l'inventeur des solutions hydroalcooliques à côté de vous, qui a été un progrès déterminant en santé publique et dans le monde, pas seulement pour le Covid-19, mais pour de nombreuses maladies, la distanciation pour les postillons, et il faut comprendre aussi qu'il est bon pas seulement de s'intéresser à la distance et à la surface, mais aussi au volume. C'est-à-dire que plus on va disperser, et moins il y aura de transmission par ces noyaux de condensation. Et donc, tout ça doit s'ajouter l'un à l'autre. Si je peux revenir brièvement sur les particularités de la transmission du Covid-19, du SARS-CoV-2, le virus qui provoque une maladie qui s'appelle la Covid-19, c'est que vous vous souvenez du porte-avions Charles de Gaulle.
où il y a eu des contaminations importantes et donc tous les marins ont été testés. Il y a 15 études de ce type qui ont été faites qui montrent que quand on dépiste comme ça sur des populations qui ont vécu en commun, ben on s'aperçoit que la moitié des positifs sont asymptomatiques. Donc je répète, la moitié des positifs au test sont asymptomatiques. Et ce que l'on sait maintenant, en arrondissant un peu, c'est que le virus va être transmissible 4 jours chez les symptomatiques, 4 jours avant les symptômes, et environ 6 jours après, ce qui fait 10 jours. Alors, si vous attendez que les symptômes arrivent, vous avez déjà perdu 4 jours. Si vous attendez 2 jours pour avoir un rendez-vous dans un laboratoire de biologie, et si vous attendez encore 2 ou 3 jours pour avoir le résultat, pratiquement vous avez le résultat quand vous n'êtes plus contaminant. Bien sûr, c'est un peu une caricature. Et on a réussi à raccourcir les délais. Mais il faut savoir qu'on a orienté les tests actuellement. On a 12% de positifs par le million de tests réalisés. Donc on fait surtout du diagnostic. Et le diagnostic, on a un temps de retard. Le diagnostic, c'est absolument nécessaire, c'est absolument utile. Il faut les faire. Mais si on ne fait pas de dépistage, on rate tous ceux. Ces positifs repérés de cette façon-là par le diagnostic et les cas contacts ne représentent que 20% des nouveaux cas. On rate 80%. C'est pour ça que même des tests moins bons, et je peux admettre, bien que ça ne soit pas complètement démontré, que les tests groupés soient un peu moins bons, ça n'a pas beaucoup d'importance si on le fait pour le dépistage. Il faut réserver la RT-PCR et les meilleurs tests au diagnostic, mais on peut tout à fait faire des tests avec une qualité non pas nulle, mais légèrement inférieure, qui va permettre de faire un très grand nombre de tests, repérer les positifs et leur dire « restez chez vous pendant 8 jours ». Si les symptômes s'aggravent, il faut voir votre médecin et éventuellement être hospitalisé, mais la majorité d'entre eux vont simplement passer une semaine chez eux en isolement volontaire. Ça, c'est pour la stratégie qu'évoquait tout à l'heure Didier Pittet. Entre-temps, le nombre de cas pour les dernières 24 heures vient de tomber. 30 621 nouveaux cas diagnostiqués en 24 heures. Je crois que c'est un nouveau record. On a bondi. Là, on est très nettement au-dessus des 20 000 qui déjà était un record. On était à 22 000 avant-hier. Voilà. Est-ce que c'est simplement le fait qu'on augmente le nombre de tests ou là, il y a vraiment un emballement? On verra le taux de positivité globalement des tests réalisés. Je pense que ce qui est évident, c'est qu'on est dans une situation où la population est sensibilisée. C'est indéniable. Donc, on veut que les gens aillent au test. Il est très important que ce soit le cas. Et probablement qu'artificiellement, on en diagnostique beaucoup plus. Alors, ils ne sont pas artificiels, ce sont des vrais cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de l'épidémie, au mois de mars, lorsqu'on diagnostiquait un cas, et on le savait parce qu'en Chine, on l'avait suspecté, lorsque vous diagnostiquez un cas, vous aviez probablement 50 à 100 personnes qui étaient déjà contaminées, que vous ignoriez parce qu'on ne testait pas. Aujourd'hui, c'est probablement un rapport 1 sur 10. Et c'est pour ça que notre collègue nous dit, oui, 12% c'est beaucoup. Et c'est vrai que 12% c'est beaucoup de positivité. Ça veut dire que le virus est là. Et c'est vrai que le virus, comme d'autres bactéries, si on parle du pneumocoque, on se le partage, on l'échange, c'est normal, c'est attendu. Ce qui est important maintenant, c'est évidemment de dépister toutes les suspicions pour ne pas rater de diagnostic. Et puis oui, on peut faire du dépistage à plus large échelle, oui, on peut faire du pooling, mais quand il s'agit, c'est-à-dire mettre les prélèvements ensemble, quand il s'agit d'aller détecter dans une zone où on postule qu'on veut connaître quelque chose, et c'est important de le faire. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut suivre ces indicateurs. Ce qui est le plus important, c'est de voir le nombre des hospitalisations qui augmente, le nombre de 411 personnes hospitalisées en plus en 24 heures. Voilà. 9 605 au total. Vous voyez, donc ça veut dire que le taux des détections est comme ça, le taux des hospitalisations monte comme ça. On n'est pas encore dans une montée exponentielle du taux d'hospitalisation, pas encore en exponentielle en réanimation, fort heureusement. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment traquer. Et puis, il faut que tout le monde respecte les consignes parce que ça n'est que comme ça qu'on pourra retenir cette transmission exagérée. Jean-Marc Banquet-Dorx, lorsqu'on voit les contraintes qui vont vous être appliquées désormais, et au moins jusqu'à début décembre, est-ce que vous ne regrettez pas finalement d'avoir tant insisté, c'était au mois de juin, pour que, en plus des terrasses, les salles puissent être réouvertes et accessibles aux clients?
Écoutez, moi j'écoute ces scientifiques, moi je suis un profane, je connais rien de tout ça et je suis admiratif de toutes les conclusions auxquelles ils arrivent, etc. Moi ce que je vois c'est que les clients sont très raisonnables, les restaurateurs ont été très raisonnables, ils ont compris, et ça c'est ce que vous avez dit à l'instant, la sensibilisation du public est là. Ils sont à demander à signer et à remplir le document qui signalent qu'ils sont venus dans l'établissement. Aujourd'hui, je peux vous dire que les restaurateurs ont été extrêmement vigilants et respectueux du cahier des charges qu'on leur a imposé. Nous n'avons vu personne pour l'instant pour venir prélever les noms des carnets qu'on nous a mis à disposition et que nous remplissions à chaque client, etc. Le client, on avait peur que certains clients soient avec une réaction négative. Pas du tout, pas du tout. Le client est tout à fait conscient de l'intérêt de suivre ce cahier des charges et ce système qui a été mis en place. Et il revendique même, je dirais, que certaines personnes ne soient pas trop proches d'eux, etc. Donc, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est dommage qu'on ait limité à 21h. Franchement, 22h ou 23h comme en Allemagne, ça aurait été tout aussi raisonnable et ça aurait permis quand même à des restaurateurs qui sont très pénalisés aujourd'hui parce qu'ils ne font que les repas du midi qui sont conditionnés par le ticket restaurant, etc., sa valeur. Le soir, c'est là qu'on refait un peu de marge raisonnable. C'est beaucoup plus pénalisant de fermer les restaurants le soir que le midi. Bon, on est content, ils sont ouverts, mais bon, on va essayer de cajoler nos clients un peu plus tôt pour les avoir jusqu'à 21h. Mais bon, on aurait préféré quand même que ça soit au moins jusqu'à 22h. François Braun, vous craignez qu'on groupe finalement plutôt ce brassage, dont c'est précisément le sens de la mesure aujourd'hui, de l'éviter en fermant à 21h. Si les gens se regroupent plus tôt dans la soirée, est-ce que on ne risque pas d'aboutir finalement au même résultat ? Je pense que maintenant, les choses sont assez claires. Les messages ont été passés à toute la population. Je crois qu'il faut quand même faire confiance à nos concitoyens. Ils sont responsables, ils ont compris. Le message est fort. Un couvre-feu, enfin, c'est un acte quelque part en cas de guerre. Je pense que le message est compris. Moi, je suis plutôt confiant en ayant vu la réaction de nos concitoyens en Alsace et en Moselle, en me disant, voilà, maintenant le message est clair. Alors après, effectivement, sur le délai horaire, etc., on peut toujours discuter. Ce qui était important dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'au début de la phase, en mars, sur la région Grand Est, nous arrivions très précisément à pister l'origine de ce virus, qui était le fameux cluster de Mulhouse. Et on arrivait très bien, dès qu'on avait une personne malade, à retrouver un petit peu d'où ça venait. Et il faut qu'on reprenne ce schéma. Il faut qu'on arrive à recomprendre où sont les cas index, entre guillemets, si on peut encore utiliser ce terme aujourd'hui. Et c'est là que les tests sont les plus importants et les plus utiles. Absolument. Il nous reste une minute, Didier Pittet. Vous vouliez insister sur les différences entre ces différents lieux de regroupement que sont les restaurants, les discothèques, le bar les et la discothèque. Et je crois que notre collègue restaurateur l'a parfaitement bien compris. Quand on est dans un restaurant, on est assis à une position à distance respectable. On peut pratiquer l'hygiène des mains. On met le masque quand on va aux toilettes. On signe son nom en arrivant et on signe le bon nom. On se frictionne les mains. Et je crois que c'est très important. Par contre, au moment où le restaurant devient bar, eh bien évidemment, on est différent, on boit un petit peu, on est plus proches les uns des autres et la transmission est plus difficile à contrôler. Le risque est augmenté de 10 à 100 fois. Et puis ensuite de ça, évidemment, quand le bar devient discothèque, alors là, le risque augmente de 1000 fois. Et je crois que les restaurateurs qui l'ont bien compris et qui appliquent parfaitement les règles sanitaires, eh bien, effectivement, on est malheureux pour eux aujourd'hui de cette fermeture à 21h. On espère qu'en travaillant fort et que toute la population comprenne les consignes, eh bien, peut-être que dans 3 semaines, peut-être qu'on pourra annoncer un couvre-feu à 23h. Qui sait ? Soyons objectifs, soyons positifs, de manière à ce que le plus vite possible, on puisse les voir travailler dans de bonnes conditions. Et il en va évidemment de la responsabilité de chacun. Merci beaucoup Didier Pittet, merci à vous François Braun, ainsi qu'à Gérard Dubois et à Jean-Marc Banquet-d'Orx d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24.